I want to talk to somebody in charge. You are not fooling anybody when you say that what happened was a natural disaster. C'est brouiller ce système de transmission, mais c'est surtout recevoir ces gens. En recevant une délégation de l'opposition libyenne, Nicolas Sarkozy parle de bombardements ciblés sur la Libye. Because what's really happening? Told the president that I thought there was a good argument for American involvement and leadership. By the way you look, I can see you have no experience in... Donc, ma question est qu'est-ce qu'il faut faire? Participation or even knowledge of your existence. We mustn't let this be another Bosnia, another Rwanda. Faire quelque chose de juste, ça compte dans la détermination. La liberté finit toujours par l'emporter sur la tyrannie. Le meilleur rempart contre l'extrémisme, c'est la coalition nationale syrienne. On voyait sur les images ce qui s'est passé cette semaine. Полковник поздравляет солдат и передает слово, как сам выражается, брату Абу Джандалу. Благодарим Аллаха за эту победу. Бойцов из всех бригад, среди которых герои исламского государства. Военная авиабаза Минах завоевана. ИГИЛ здесь, чтобы остаться. Клянусь Аллахом, алавиты, мы идем резать вас. Ces témoignages sont absolument bouleversants. J'ai dit à mes interlocuteurs que quand on entend ça, et je suis conscient de la force de ce que je suis en train de dire, M. Bachar al-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. I don't want to get any messages saying that we are holding our position. We're not holding anything. Let the Hun do that. We are advancing constantly, and we're not interested in holding on to anything except the enemy. We're going to hold on to him by the parmi nous. Et je passe tout de suite la parole à Soubry, qui va donc présenter la soirée qu'il a organisée. Je vous remercie tous d'être présents, parce que, à vrai dire, les sujets sur lesquels j'interviens, il n'y a pas souvent beaucoup de public intéressé, et puisque ce qu'ils ont fait dans mon pays, ils ont détruit mon pays qui est l'Irak, et ils ont voulu enterrer leurs crimes. Ils ne veulent pas en entendre parler. Et moi, on m'a fait savoir par différents moyens qu'il fallait que je l'affirme, que l'Irak, c'est un pays de haute importance politique. Il ne fallait pas que je ressasse. Et c'est comme l'habitude des criminels, lorsqu'ils commettent un crime, il ne veut pas revenir là-dessous, il ne faut pas en parler. Donc, je continue avec les petits espaces qui m'ont offert un petit peu d'évoquer cette histoire. Je suis heureux aujourd'hui d'avoir à côté de moi monsieur camarade Jean-Pierre Garnier, qui va un petit peu relater, puisqu'on est de même génération, on était témoin de ce qui s'est passé au cours des 30-40 dernières années, ce qui s'est passé dans différents coins du monde, que le chaos a été utilisé comme une théorie de bouleversement du monde. Je me rappelle, je me suis rendu en Irak en 2004 pour constater les effets de l'occupation de mon pays. Et à mon retour à Paris, j'avais fait un papier
comment ils ont désorganisé et démantelé l'Irak, qui était un État, peut-être le plus ancien État du monde, depuis les Babyloniens, les Sumériens, 5000 ans, où on a bâti les cités, l'État, et ils ont réduit à néant, c'était occupé, où j'ai un petit peu relaté l'état de chaos qui est instauré là-bas, et puis 3 grands journaux importants, Le Monde, El País, l'Espagnol, et le Guardian peut-être, le Britannique, ils ont dépêché un grand intellectuel d'Amérique latine, un écrivain célèbre. On lui a payé son voyage d'aller faire l'état des lieux en Irak et il a publié une série d'articles dans ces grands journaux où il disait qu'il avait constaté qu'il y avait une situation révolutionnaire en Irak. En fait, c'est l'énarchie créatrice, c'est le chaos qui va donner des résultats révolutionnaires. Donc, ce n'était pas gratuit qu'il soit lui-même dépêché parce qu'ils croient, ils ont cru, ceux qui ont réalisé l'opération, que peut-être c'est leur conception de choses. Lorsqu'ils ne peuvent pas changer les choses à leur guise, ben on détruit. On détruit et en ce moment-là, peut-être avec le reste, on peut reconstruire. C'est ainsi ils ont vu les choses, ils ont continué avec d'autres pays, mais surtout sur la partie d'avant, où ils ont commencé. Je passe la parole à Jean-Pierre Garnier pour nous faire un tour d'horizon historique. Enfin, un tour, c'est plutôt une mise en perspective. Bon, je dirais que, au vu de ce qui se dit et s'écrit depuis maintenant, pas seulement les quelques jours qui nous séparent du dernier attentat à Paris, pas seulement depuis l'expédition sanglante à Charlie Hebdo et puis dans d'autres endroits, mais on pourrait dire depuis le 11 septembre, moi j'ai l'impression que ces événements ont plongé la population, et pas seulement en France, mais en France tout particulièrement, dans un état de sidération qui a mis en hibernation l'esprit critique. C'est-à-dire que si je me demande, en lisant ce qui s'écrit ou se dit, ce qu'est le terrorisme, j'ai l'impression que c'est un ovni, c'est-à-dire un objet violent non identifié. Et je crois qu'il en sera ainsi tant que les médias dominants continueront à enfumer l'opinion, à déverser mensonge sur mensonge, fausses explications, et je prétends pas, ou nous ne prétendons pas être plus intelligents que d'autres, simplement peut-être que nos engagements politiques nous permettent de nous extraire de cette espèce de marée visqueuse de mots qui prétendent rendre compte de ce phénomène. Alors, pour en rendre compte, il y a 2 axes. Il y en a un dont je ne traiterai pas ici parce que ce n'est pas le sujet, alors qu'il est quand même aussi fondamental. Si on parle en termes d'offres et de demande face au terrorisme, la demande, elle vient d'une population, d'une partie de la population, dans différents pays, qui est en demande de reconnaissance du fait des conditions sociales, économiques, idéologiques dans lesquelles elle est. La question c'est finalement, qu'est-ce qui forge une personnalité qui bascule dans le terrorisme? Ça c'est du côté de la demande. Il n'en sera pas question aujourd'hui parce que c'est un autre sujet. On pourrait se référer pour la France à la situation des jeunes qui vivent dans les cités de relégation et qui sont victimes de la marginalisation de masse, de la paupérisation, de la discrimination, etc. Aujourd'hui, il va être question de l'offre. Parce qu'en fait, cette demande rencontre une offre. Et cette offre, elle vient, pour savoir ce qu'elle est, eh bien, je crois qu'en bon marxiste que nous sommes, ou marxien, peu importe, en l'occurrence, elle a à voir avec une réalité qui est définie par un mot qui n'a pas tellement de succès aujourd'hui, qui n'a plus de succès, c'est le mot impérialisme. Pas l'impérialisme au sens général du terme, mais disons l'impérialisme de ce début de siècle.
qui est toujours le stade suprême du capitalisme. Mais le capitalisme ayant lui-même changé, l'impérialisme revêt de nouvelles formes. Et cet impérialisme, somme toute, a une caractéristique, c'est finalement d'utiliser le terrorisme comme moyen de se débarrasser des régimes qui font obstacle à son expansion. Pour être clair. C'est peut-être court, mais j'aurai le temps de développer avec des exemples concrets. Et je crois qu'on peut, je vais me permettre de citer ou de paraphraser, c'est pas un de mes auteurs favoris, c'est Jean Jaurès. Vous connaissez cette fameuse définition. Le capitalisme porte en lui la guerre, hein, comme la nuée porte l'orage. Moi je dirais que l'impérialisme, qui est la forme suprême du capitalisme, porte en lui aujourd'hui le terrorisme, comme la nuée porte l'orage. Et j'enchaînerai d'ailleurs, on dit de conclusion à mon introduction, sur une autre citation. C'est l'alternative qui a été posée par une de mes auteurs favorites, Rosa Luxembourg, quand elle parlait de socialisme ou barbarie. La barbarie, nous y sommes. Et je crois que le terrorisme, c'est la face barbare de l'impérialisme aujourd'hui. Voilà ma thèse. Alors, pour l'étayer, mise en perspective historique, vous voyez que des papiers là, c'est parce que je ne peux pas tout citer, ni en termes de date, ni en termes de lieu, ni en termes d'acteurs, parce qu'il me faudrait des heures. J'ai des papiers là, c'est parce que je vais citer quelques faits, ou quelques lieux, ou quelques dates, et qu'il y en a tellement que je ne peux pas me permettre de raconter des conneries puisque je suis filmé. Après on dira, Garnier commence à déconner sec avec l'âge. Bon, alors, ça a commencé quand? Cette stratégie du chaos, comme on dit, c'est-à-dire en fait de l'utilisation du terrorisme comme arme de destruction massive des régimes et même, on pourrait dire, des peuples, ça a commencé dans les années, à la fin des années 70. Ça a été mis en marche, mis en route et élaboré par quelqu'un qui a été cité tout à l'heure par Dominique, à savoir M. Zbigniew Brzezinski, conseiller en sécurité. Et cet homme a eu un rôle, naturellement, les grands hommes ne font pas l'histoire, même les salopards. C'est un peu comme si on disait Hitler, c'est le Troisième Reich, et voilà, on a fini. Non. Mais Brzezinski est parfaitement représentatif de ce qu'est un penseur, un théoricien, un planificateur, on pourrait dire de la contre-révolution préventive ou de la contre-révolution tout court. C'est tout sauf un idiot. Il est extrêmement cohérent dans ses discours. J'avais lu, il y a certains... Je ne me suis pas quand même forcé à le relire. Le Grand Échiquier, c'est tout de même intéressant. Et c'est un livre parmi d'autres de lui. Et alors, Brzezinski, c'est très simple. Son idée, c'était de dire les États-Unis se sont, l'US Army, s'est enlisé dans le Vietnam. Nous avons subi une défaite cuisante et honteuse. Il faut rattraper ça. Et l'ennemi numéro un restait, quand il a commencé à dire ça, l'Union soviétique. C'était à la fin des années 70, début des années 80. Mais ça va le rester après. Même après le démembrement de l'Union soviétique, ou l'effondrement plutôt de l'Union soviétique, il va continuer à avoir dans la Russie l'ennemi numéro un. Et l'idée, c'est de faire comment dirais-je, une guerre désormais où on n'engage plus les GI, où on les engagera modérément pour renverser un régime au sol, pour faire en fait la guerre par procuration. Guerre par procuration en manipulant des groupes, des organisations d'obédience, on pourrait dire, islamique, hein, avec guillemets ou sans guillemets. Et bien entendu, j'anticipe, il arrivera, tôt ou tard. Le 11 septembre, c'est une date symbolique pour les Américains, même pour les Occidentaux en général. C'est que tout ça va se retourner partiellement contre j'allais dire, les apprentis sorciers qui s'inspirent des théories de Brzezinski. Je voudrais vous citer une phrase, une mise en garde, d'une femme qui a joué un rôle important à un moment donné dans son pays. C'est Madame Benazir Bhutto. Je ne sais pas si je le prononce bien, c'est peut-être Benazir. C'est bon. C'est bon. Benazir Bhutto.
qui était la première ministre du Pakistan. Elle a dit la chose suivante à George Bush père. Voilà ce qu'elle a dit à propos de... il venait succéder à Ronald Reagan, hein, je resitue un peu, à Ronald Reagan, hein, les années Reagan. Et elle lui a dit la chose suivante après l'affaire de l'Afghanistan, la manière dont, effectivement, on pourrait dire que les États-Unis étaient sortis victorieux de leur opération dans l'Afghanistan, sur laquelle je vais revenir. Elle lui a dit la chose suivante: les extrémistes qui ont tant été encouragés par les États-Unis sont en train d'exporter leur terrorisme dans d'autres parties du monde. Vous êtes en train de créer un véritable Frankenstein. Ce monstre qui se retourne contre ce créateur, pas la peine d'avoir vu le film ou lu le roman. Et bien entendu, ça lui coûtera cher elle aussi, étant donné qu'elle sera bientôt assassinée en 2007. Pas bientôt d'ailleurs, peu de temps, quand elle sera au pouvoir, après le pouvoir je crois, par Al-Qaïda. Bon, la mise en garde était, si on peut dire, suicidaire, étant donné le contexte dans lequel elle l'avait faite. Alors l'Afghanistan, ça se résume peut-être pas, mais il y a une opération dont peut-être vous avez oublié l'appellation, pas pour les plus jeunes, les jeunes l'ont peut-être jamais connue, ça s'appelait l'opération Cyclone. L'opération Cyclone, c'était... ils ont toujours des opérations avec des noms, c'est comme les Israéliens, hein, quand ils commencent à massacrer la population palestinienne, toujours des plans durcis, borders, je sais plus quoi, enfin bon, frontières, je sais pas quoi. L'opération Cyclone, c'était en fait l'encerclement des zones où se trouvaient les instances dirigeantes d'un régime pro-soviétique, nous étions dans les années 80, par une foule de groupes djihadistes. Et ça se passe principalement sous la présidence de Reagan. Alors là, pourtant ce régime, c'était un régime, bon, pro-soviétique, de gauche on peut dire, bon je ne rentre pas dans le détail sur les contradictions au sein de ce régime entre différentes factions du parti dominant, ça serait trop compliqué, mais ce régime avait une caractéristique, qu'on va retrouver d'ailleurs, toutes choses égales par ailleurs, dans le régime irakien, dans le régime libyen et dans le régime syrien. Pour ne pas parler du régime nassérien d'ailleurs, d'avant. C'est-à-dire c'est un régime laïque. C'était un régime qui faisait des réformes favorables aux couches populaires, notamment en matière d'enseignement et d'éducation. C'était un régime qui voulait établir l'égalité absolue entre les hommes et les femmes. C'était un régime qui voulait favoriser le développement agricole et l'autonomie économique par rapport à l'extérieur. Donc, même je ne suis pas en train de décrire un régime socialiste parfait, mais disons par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui ou ce qu'on avait connu avant, c'était un régime, je n'hésite pas à le dire, progressiste. Sinon je me fais accuser, ah t'es un partisan de... C'est à chaque fois pareil, quand on dit que l'adversaire de l'Occident n'est pas le mal absolu, on dit, tout de suite tu fais le jeu de... J'y reviendrai là-dessus. Alors, en fait, ce qu'ils vont faire les Américains via qui? Via évidemment ces groupes, mais ces groupes vont être également soutenus. C'est une espèce de consortium qui se met en place sous l'égide des Américains. Vous avez alors c'est les services secrets qui fonctionnent à plein tuyau, si on peut dire. Vous avez le M16 anglais, britannique, qui sont les services secrets britanniques. Vous aviez les services secrets du Pakistan. Vous aviez pour le financement l'Arabie Saoudite. Il n'y avait pas le Qatar à l'époque, du moins à ma connaissance. Et tout ce monde-là va s'arranger à recruter, armer, entraîner, héberger des milliers de combattants volontaires venus d'une trentaine de pays, en dehors des pays cités. Non, pas les pays cités, ils ne venaient pas des États-Unis, ils ne pas les services secrets, et ils ne venaient pas d'Angleterre. Et l'idée, c'était les mobiliser en les appelant à combattre les infidèles. Le régime de gauche, c'était un régime d'infidèles dans l'imaginaire et dans le discours de ces stratèges. Et alors, cet encerclement, d'ailleurs, il va avoir un nom, la ceinture verte, aux couleurs de l'islam. C'est eux qui vont l'appeler comme ça, c'est pas les Américains, c'est eux-mêmes. La ceinture verte, en fait, il y avait, selon mes sources là, alors je vous signale tout de suite, que les sources,
elles sont prises essentiellement dans des documents, soit de, j'allais dire, de chercheurs ou de journalistes critiques canadiens, anglais ou états-uniens, ou carrément des sources venant des gouvernements de l'Occident. Je n'ai pas pris de sources du réseau Voltaire ou de, je ne sais pas, de Soral, etc. Parce que là, je vais tout de suite écarter. Vous savez que dès qu'on a un discours non conforme à l'idéologie dominante, on est immédiatement accusé de faire le jeu de... Hein, complotiste d'abord, conspirationniste ensuite. Bon, moi, je ne suis pas du tout impressionné, hein, mais c'est simplement pour le dire, une fois de plus, je veux dire que les journalistes étrangers ne sont pas à l'image de la majeure partie, pour ne pas dire de la quasi-totalité des journalistes français. Nous sommes dans une conjoncture où les journalistes, comme les intellectuels professionnels français, sont au-dessous de tout. Ils sont au-dessous de tout. Et ça, il faudrait analyser cela. On en a parlé au cours d'un débat précédent. Depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir, ou depuis le milieu des années 70, on a assisté à un basculement de ce on appelait jadis l'intelligentsia. L'intelligentsia de gauche était un pléonasme. Aujourd'hui, non, c'est pas un pléonasme. C'est presque une contradiction dans les termes. Hein, parce que, bon, un oxymore. Voilà. Dominique ramène sa science. J'ai pas voulu être pédant en disant oxymore. Alors, pour en venir là, donc il va y avoir à peu près 35 000 combattants, d'après ces sources. Et alors, l'armement, c'est pas un petit armement. Hein. Les Américains, par exemple, vont fournir les fameux missiles sol-air, les SAM. C'est ceux qui permettent, comment dirais-je, de descendre des avions. Vous voyez, c'était vraiment un soutien puissant. Bien entendu, dans cette coproduction, si on peut dire, occidentale, bon, j'ai parlé du scénariste principal, M. Brzezinski, il y a un acteur qui était promis secondaire à l'époque, un bel avenir, c'était une promesse, enfin, comme au cinéma on dit, c'est un acteur, il promet, etc. Il a joué un rôle quand même important dans le recrutement et dans surtout la surveillance de l'affectation des fonds, c'était M. Oussama Ben Laden. Voilà. Alors, naturellement, il y a aussi des personnages, les personnages qui jouaient sur le terrain le rôle des justiciers, c'est-à-dire un massacre maximum non seulement de soldats russes, non seulement de forces du régime, mais également de populations qui soutenaient le régime. On va les appeler, là, vont apparaître, c'est une espèce c'est des personnages de science-fiction, c'est les combattants de la liberté. Alors en France, c'est connu parce que, bon, c'était un terme qui était fabriqué pour faire leur panégyrique aux États-Unis. Mais alors en France, ça va être repris par toute la bande de canailles que vous connaissez, BHL, Glucksmann, il est mort, mais bon, c'est pas une perte. De toute façon, pour un qui est mort, il y a 10 qui apparaissent. Pascal Bruckner, je ne vais pas vous faire la liste, vous les connaissez. Les combattants de la liberté, qui vont, j'anticipe un peu, aujourd'hui on les appelle rebelles modérés. Hein. Bon, ça ne change pas. On n'ose pas dire combattant de la liberté. Là, c'est gros, hein, parce qu'il y a de tels massacres et de telles tortures, hein, et de telles exécutions, décapitations, etc., que c'est un peu dur. On l'appelle opposition démocratique aussi. Opposition, ouais, là, il paraît qu'il y aura une opposition démocratique, c'est vrai, puisqu'on vient de la dénicher, là, récemment, à nouveau. Bon, mais là, je ne vais pas anticiper, parce que, de toute façon, ce n'est pas mon rôle, je vais laisser ça à mon partenaire. Alors, on en est là. Ensuite... qu'est-ce que l'on peut dire? On peut dire que ça a réussi. C'est-à-dire qu'effectivement, l'armée rouge, on l'appelait l'armée rouge à l'époque, elle va s'enliser là-dedans. Ça va être son Vietnam, si on peut dire. Toutes choses égales par ailleurs. Je dis toutes choses égales par ailleurs parce que je ne compare pas les révolutionnaires vietnamiens aux combattants de la liberté pas made in USA, mais disons formatés par des régimes à la solde des États-Unis. Alors, le résultat de tout ça, c'est que cette guerre va se terminer et il va falloir recycler ces braves gens. Je parle des gens qui étaient sur le terrain et qui commettaient les actes dont j'ai parlé là. Alors, certains vont être convertis dans des missions humanitaires islamiques. Sur place. Mais d'autres vont être envoyés sur d'autres terrains. Sur d'autres terrains où va se jouer à peu près la même partie.
Le deuxième terrain, c'est la Tchétchénie. Alors là, après l'Afghanistan, on était dans un monde, on pouvait dire bipolaire, avant plutôt du temps de l'Afghanistan. L'URSS et son bloc d'un côté, bon, il y avait aussi la Chine qui était en arrière-plan, etc. De l'autre côté, l'Occident. Là, on arrive, après la défaite de l'Union soviétique et son effondrement ultérieur, sa dislocation, son autodislocation, on arrive à un monde unipolaire. Mais ça ne veut pas, et qui va inaugurer l'hégémonie des États-Unis, qui devient une superpuissance, et la seule dans le monde. Mais ça ne va pas du tout inciter les États-Unis à se calmer. Quand je dis les États-Unis, je veux dire leurs dirigeants, leur classe dirigeante, hein, vous avez compris. Au contraire, ils vont pousser leurs pions plus loin. Plus loin, notamment en Europe. Plus loin en Europe, enfin en Europe, pas en Europe. La Tchétchénie, on pourrait dire que c'est l'Eurasie, hein, ou c'est un bout de l'Asie, on l'appellera comme on voudra. Ça va être la Tchétchénie. C'est-à-dire que la Tchétchénie va devenir une, comment dirais-je, une proie, parce que c'était une partie de l'ex-Union soviétique qui était restée dans la Russie. Alors que toutes les anciennes républiques soviétiques arabes étaient devenues des États indépendants. Hein, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, je ne vais pas faire la liste. Musulmanes. Musulmanes, disons musulmanes. Bon, oui, musulmanes, en l'occurrence. Bon, musulmanes, mais c'était devenu indépendant. Mais il y en avait une qui n'était pas indépendante, et l'objectif était là encore de grignoter encore une part de ce qui restait de la Russie. Alors, on va jouer la carte des Tchétchènes, que l'on qualifiait bien avant l'Union soviétique d'insoumis chroniques. Même du temps du tsar, les Tchétchènes ont toujours été des rebelles. Ça, c'est vrai. Mais on va activer là aussi la fibre islamique, si on peut dire, je ne peux pas dire musulmane, donc, islamique, pour en faire à nouveau des combattants de la liberté. Alors vous aurez, par exemple, il y a un général qui est un général de l'armée soviétique qui va se reconvertir, qui s'appelait Doudaïev, qui va prendre la tête du mouvement pour essayer de coordonner tous les groupes qui vont s'attacher à quoi faire, à détacher la Tchétchénie de la Russie. Ça va donner lieu à deux guerres. Ça va donner lieu à deux guerres successives, très difficiles, extrêmement cruelles. Alors, dans la presse occidentale, dans les médias occidentaux, on va présenter les Tchétchènes, évidemment, là aussi, comme des combattants de la liberté. Hein. C'est là qu'on va commencer à diaboliser Poutine, qui n'était encore que Premier ministre à l'époque. On va diaboliser Poutine parce qu'évidemment, faut pas oublier que simultanément à la guerre en Tchétchénie, où ceux qui faisaient les frais de cette guerre, c'était au départ l'armée russe, c'était aussi des gens qui étaient soupçonnés de soutenir, d'être intégrés et d'accepter l'intégration à la Russie, donc avec une série de massacres, et même vont commencer à se produire en Russie même une série d'attentats sur lesquels je vais revenir. Des attentats qui, là j'en ai fait je les énumère seulement. Chacun a ses caractéristiques. Elles ont un point commun, c'est l'extrême cruauté de ces attentats. C'est des attentats qui visent une population civile, qui, dans des endroits publics, je donne simplement une petite liste là. Par exemple, parmi les attentats qui auront lieu, c'est pas seulement la guerre en Tchétchénie, là je suis en train de parler des attentats opérés par des groupes islamistes. Alors soit des groupes collectifs, soit des kamikazes individuels, dont certaines fois des femmes. Là il y a l'égalité, là côté islam, il y a l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne la chair à canon. Les plus connus, il y a la prise d'otage du théâtre Dubrovka à Moscou, qui s'est passée en 2002. Le bilan est largement positif, pour utiliser une expression consacrée, étant donné qu'on a eu 129 otages tués. Vous voyez, alors les terroristes ont tous été tués aussi. Bon, on a accusé bien entendu les services policiers russes d'avoir été maladroits
Et puis bien entendu, les plus à droite en France ont dit que c'était une manipulation pour monter la population contre les Tchétchènes, et que finalement s'ils avaient raté la délivrance des otages, puis ils n'ont pas été délivrés finalement, c'était un coup, une manipulation donc pour susciter la haine des Russes contre les Tchétchènes. Bon, tout ça a été dégonflé après, je ne rentre pas dans le détail. Deuxième fait, mettons, prise d'otage, encore là cette fois-ci dans une école. Ça se passe en 2004, là, des terroristes séparatistes, donc ça se passe en Ossétie du Nord, qui fait partie de la Russie, je vous le signale, dans une ville qui s'appelle Beslan. Bien, le bilan, là aussi, officiel du moins, c'était 344 civils tués, dont 186 enfants. Je peux continuer, je ne vais pas rentrer dans les détails, je les ai là, les détails. Vous avez l'attentat dans le métro de Moscou, mars 2010. Hein. Là, c'est 2 explosions sur la même ligne de métro. C'est dans le Daghestan. Pardon, c'est dans le métro, pardon. Les kamikazes venaient du Daghestan. C'était des femmes. Le bilan, il est de 33 morts. Je laisse de côté les blessés. Encore un. L'attentat suicide de l'aéroport Moscou-Domodedovo, 24 janvier 2011. Là, le nombre de morts est de 46. Bon, je pourrais continuer. Hein. Je veux dire que la liste des attentats à l'intérieur de la Russie n'a cessé de s'allonger tout au long des années. Au début de la guerre de Tchétchénie, la première, pendant la seconde, et même après, et même jusqu'à il y a quelques jours encore. Il ne faut pas oublier que souvent aussi les Russes minimisent le nombre des attentats, ne serait-ce que pour ne pas effrayer trop la population. Alors là, effectivement, à la lumière de ce qui se passe, il y a une phrase de Poutine, qui est revenue d'ailleurs après l'attentat parisien, sur le mode semi-ironique, drôle, ou disant qu'il était réaliste. Parce que quand il l'avait prononcé, ça avait choqué beaucoup de gens. Dans notre intelligentsia gourmet, diplômée, etc. La fameuse phrase de Poutine, hein, nous poursuivons les terroristes partout, si on les prend dans les toilettes, eh bien, excusez-moi, on les butera jusque dans les chiottes. Alors, c'était marrant, parce que cette phrase, je me rappelle, il fallait voir les cris, faux cris d'indignation dans notre presse, notre intelligentsia bien pensante. Quand on a ressorti cette phrase il y a une semaine, un peu plus, ou un peu après, ça semblait une phrase un peu plus réaliste. Bon, je vois pas Hollande dire, ou même Valls, qui a pourtant des coups de menton parfois social-fascistes typiques, dire qu'il va aller buter Daesh dans les chiottes. Hein. Les gens qui ont fait l'ENA, ils parlent pas comme ça. Bon, tout le monde n'a pas fait le KGB. Entre parenthèses, il faut savoir que Bush père, c'était le patron de la CIA. Hein. Alors quand on dit que Poutine, un ancien du KGB, ce qui expliquerait ceci, cela, Bush père, qui était un infâme salopard, comme son fils, était le patron de la CIA avant. Donc, faut pas non plus. Alors, la Tchétchénie. Je ne rentre pas dans le détail des différentes... ce qu'il y a, c'est que l'objectif des Tchétchènes aussi, c'était pas seulement des terroristes, enfin, ceux qui cornaquaient ces terroristes. Ne pas oublier qu'il y avait toujours... Là, non seulement il y avait l'Arabie Saoudite, il y avait une complicité pakistanaise qui s'était affaiblie, mais il y avait une complicité de plus en plus marquée turque, et il y avait aussi le Qatar qui s'était mis comme financier aussi sur la liste. C'est qu'ils voulaient faire un émirat caucasien, un Daesh caucasien, si vous voulez, hein, qui engloberait une partie du Daghestan, etc. Enfin, un truc avoisinant. Vous voyez, il y a même un site islamiste qui existe toujours. Il y a quelques pays qui l'interdisent, puis il réapparaît, qui s'appelle le Caucase Center. C'est un centre qui mobilise, somme toute, les gens qui regardent ce site en faveur de cet émirat, l'émirat du Caucase. Bon. Et je vais arrêter là peut-être parce que je ne veux pas être trop long. On va passer à la phase suivante. L'objectif, je le répète, c'est toujours de créer, c'est d'abord effectivement de grignoter, mais c'est en même temps dans le pays qui est l'ennemi numéro 1, la Russie, de créer un climat d'insécurité permanent, en espérant que la population victime de ces attentats va se soulever tôt ou tard, ou refuser du moins, contre
le régime russe actuel. On aimerait bien, en Occident, d'avoir un équivalent de Yeltsin. Yeltsin, c'était un ivrogne, un affairiste, un peu taré, il faut bien le dire, mais qui était un oligarque pourri, avec un réseau d'oligarques non moins pourris, qui avaient leur capitaux en Angleterre, ailleurs aux États-Unis, dans les banques, y compris dans les paradis fiscaux. Ça, c'est le dirigeant idéal pour la Russie, pour Obama ou pour Hillary Clinton. Bon. Bien. Alors, j'en arrive maintenant à un autre pays. Alors, ce qui va arriver dans ce pays aura beaucoup de succès en France. Il va y avoir une véritable croisade des fous, comme dirait Madame Diana Johnston, pas si fou que ça. C'est la Yougoslavie, et plus spécifiquement la Bosnie. Je ne vais pas parler de la Croatie parce que, comme vous le savez, la Croatie, ce sont principalement des catholiques, et la guerre de Croatie a été largement soutenue, entre parenthèses, par la CDU bavaroise, appuyée d'ailleurs sur les écologistes Joschka Fischer et compagnie allemands, Cato, pas lui, hein, la CDU bavaroise, et par le Vatican. Hein. Et puis c'était donc les musulmans jouaient un rôle, c'est-à-dire les musulmans, les arabes terroristes qui arrivaient toujours des différents pays, ont joué un rôle dans le passage par la Bosnie de ces gens-là, mais pourquoi faire? Pour déstabiliser la Yougoslavie à partir de la Bosnie, qui était un État à dominante musulmane. Les Serbes, qui sont des orthodoxes, comme vous le savez, étaient assez minoritaires. Et l'idée va être d'utiliser le terrorisme djihadiste pour lutter contre le régime yougoslave. C'est-à-dire, l'idée c'est toujours la même, il y a un État, le dernier État en Europe centrale qui n'était pas aligné. La Yougoslavie, là aussi, je ne suis pas en train de faire l'éloge ni de Tito avant, ni de Milosevic. Parce que j'ai entendu 20 fois le discours « tu fais le jeu de Milosevic », qui était considéré dans la presse française, dans le Nouvel Observateur, hein, dans une presse lue par des gens diplômés, ce qui prouve bien que les diplômes ne sont pas une garantie d'intelligence. Le Hitler des Balkans, pas l'oublier. Hein. Le Hitler des Balkans, donc, tout contre lui, parce que la Yougoslavie, c'était un pays assez important, géographiquement, par sa localisation stratégique entre la Russie et vers l'Europe du Sud. C'était un pays démographiquement également peuplé. Il fallait démembrer ce pays. Il fallait le disloquer. En jouant quoi? Comme d'habitude, la carte ethnico-culturalo-religieuse. La carte de la division. Et en Bosnie, bien entendu, pour ce faire, comme c'était un pays musulman, on va appuyer le leader qui a déclaré l'indépendance contre l'État yougoslave, monsieur Izetbegović. Izetbegović, qui était un, comment dirais-je, il est mort, hein, il est mort après, hein, qui était non seulement un musulman, mais même un théoricien de la prépondérance, pour pouvoir dire, de l'exclusivité de l'islam comme culture dans le pays où il gouvernerait. Je suis en train de chercher là, comment dirais-je, une citation que je vais peut-être trouver, si, en cherchant bien. Voyons. C'est toujours très difficile, j'ai tellement de citations ici que... Voilà, le voilà. J'ai le début, voilà. Alors voilà ce qu'il disait. Monsieur, donc, Izetbegović, avait fait en 1970 une déclaration connue sous le titre « Déclaration islamique ». Déjà, le titre est tout un programme. Elle a été republiée d'ailleurs à Sarajevo en 1990. Et voici ce qu'il affirme textuellement. C'est pour ça que j'ai des papiers. Hein, je ne vais pas dire il a dit ça, etc. Voilà ce qu'il a dit textuellement. Il faut nier les valeurs des sociétés laïques. Ça commençait bien. Hein. Il n'y a pas de paix ni de coexistence entre la religion islamique et les institutions sociales et politiques non islamiques. Alors en voilà encore d'autres là. C'est vraiment de l'intégrisme religieux plein pot. Je continue. Avant le droit de se gouverner lui-même et son monde, l'islam exclut clairement le droit et la possibilité de la mise en œuvre d'une idéologie étrangère sur son territoire. Il n'y a donc pas de principe de gouvernement laïque et l'État doit être l'expression et le soutien de concepts moraux de la religion. Fin de citation. Vous voyez le bonhomme, hein?
Alors moi ça me fait rigoler parce que, alors je peux dire que à cette époque, à l'époque de la guerre en yougoslave, là, les années 80 jusqu'à la fin, là, j'étais activement engagé avec mon épouse, c'est là que j'ai connu d'ailleurs Diane Johnston, dans, comment dirais-je, l'élaboration d'une contre-information. C'est très difficile. On était archi-minoritaire, faut pas l'oublier. Toute la gauche, anarchiste compris, était vautrée dans Milosevic, Hitler, les Serbes, c'est des nazis, enfin, je ne vais pas vous rappeler tous les trucs qui étaient en train d'étayer ça. Là, il faudrait parler des fausses informations. Vous avez entendu parler sans doute d'une explosion sur un marché, sur un marché qui était sur une place à Place Marcale, à Sarajevo. Il y a eu 40 et quelques morts, et on a imputé ça, bien entendu, aux Serbes, à l'armée serbe qui était autour. Et après, il y a des rapports aussi bien de la fort promue, enfin des observateurs de l'ONU, Boutros-Ghali, même Mitterrand, qui est obligé des généraux français sur place, qui ont dit non, le coup est parti des rangs bosniaques. Alors, était-ce de l'armée bosniaque? Il y a aussi un bataillon dont je vais parler, très spécial, dont les atrocités étaient telles, au sein, c'était des Mouraïdines, un bataillon spécial, il s'appelait comme ça, Mouraïdines, c'était des gens venus de 18 ou 19 pays, qui étaient des intégristes islamistes, pas modérés du tout. Eux, ils décapitaient, ils égorgeaient à tour de bras, et ils choquaient même, quand on lit les reportages, ils choquaient même les soldats de l'armée bosniaque, par la cruauté de leur méthode, hein. Là, c'était pas leur savoir-faire, comme dirait Michel Yanni-Marie à propos des CRS, enfin leur savoir-faire à eux était un savoir tuer, un savoir torturer avant tout. Eh bien, bon, Bernard-Henri Lévy a fait un discours à Sarajevo. Vous savez que, comme moi, que Bernard-Henri Lévy, quand ça pète quelque part, il se pointe, hein, pour jouer les héros. Les héros au sens plutôt celui qui chante, hein, qui vante, pas héros, il n'est pas héroïque en général, il ne court aucun risque, c'est dommage, il n'y a pas de balle perdue. Et voilà ce qu'il a dit à propos de Izetbegovic, qu'il l'avait reçu personnellement, qu'il l'a décoré du grand ordre de je ne sais pas quoi, bosniaque, et il a dit Monsieur Alija Izetbegovic a été l'infatigable héros de l'islam modéré. Vous voyez, quand vous entendez ce que vous entendez aujourd'hui à propos de la Syrie, on y est déjà là, on y est déjà. Hein. Alors, on va... Alors après, une fois que la guerre était finie, ils se sont reconvertis aussi, une partie de ces islamistes modérés, dans des organisations humanitaires, ONG, comment dirais-je, qui ont fait de la propagande. Il y a eu de généreux dons de l'Arabie Saoudite et du Qatar pour construire des mosquées à tour de bras, des madrasas, écoles coraniques, etc. J'en passe et des meilleurs. Alors, je vais arrêter peut-être, parce que je suis déjà long. Je voudrais en arriver peut-être à la dernière étape, avant qu'on se tourne vers le Moyen-Orient, le Kosovo. Alors, le Kosovo, c'est pas mal non plus. Une partie des gens qui avaient, comment dirais-je, combattu en Bosnie vont être transférés, si je peux dire, par des voies diverses au Kosovo. Alors le Kosovo était habité, c'était donc, ça faisait partie, vous le savez, du territoire yougoslave. Là on va jouer la carte aussi de l'indépendance. Les Serbes sont minoritaires, la majorité sont musulmans. Albanais, d'ailleurs, entre Albanais du Kosovo et Albanais tout court, il n'y a pas tellement de différence. C'était des musulmans, mais jusqu'alors, c'était des musulmans assez laïques. C'est-à-dire que le radicalisme, si je peux dire, islamiste, n'était pas très très présent. Il faut dire que les Albanais s'étaient tapé le régime d'Enver Hoxha auparavant. Hein, ils avaient transformé les mosquées en casernes de pompiers ou en terrain de basket couverts. J'étais là-bas à l'époque d'Enver Hoxha, c'était pas triste, si je peux dire. Bon, rigolez pas, il faut bien le dire entre nous. Culte de la personnalité, etc. Il a mal terminé, il était buté dans les... Lui, il a été buté dans les chiottes, tiens, entre nous, se dit. Réellement. Par des mecs de son propre parti, peu importe. Je ne vais pas parler de l'Albanie maintenant. Alors, le Kosovo... ce qu'il fallait, toujours avec le soutien de l'OTAN, principalement, là, cette fois-ci,
et surtout un personnage qui va jouer un rôle important, Bernard Kouchner, qui va se retrouver à la fin nommé comme proconsul au Kosovo, une fois le Kosovo semi-libéré, non indépendant, puisque les accords n'avaient pas, été jusqu'à déclarer l'indépendance. Ça sera le Gauleiter, si on peut dire, de l'impérialisme. Moi je dirais le Gauleiter de l'impérialisme américain. Un protectorat. C'est un protectorat, oui. Kouchner a joué un très grand rôle là-dedans. Et alors, il faut voir la bande qu'il y avait. Je ne dirais pas que les dirigeants du Kosovo, les gens de l'Utcheka, on ne peut pas dire que c'était des fanatiques islamiques. C'était principalement une mafia de gangsters qui les rapprocherait beaucoup plus de ce qui existe avec les narcos, les narcos du Mexique, trafic de toutes sortes, femmes, armes, tout ce qu'on... Organes, bien entendu, organes. Alors évidemment, tout le monde sait que Kouchner, tout le monde non. Tous ceux qui ont lu Pierre Péan savent que Kouchner a couvert le trafic d'organes fait par l'Utcheka et après même une fois au pouvoir. Et le leader qui s'appelle Tracy, son prénom c'est Tachim Tracy. Takim ou Tachim, je ne sais pas prononcer. C'était le leader de l'Utcheka qui va devenir le premier Premier ministre. Le second Premier ministre sera tout aussi pourri, entre parenthèses. Ces gens-là étaient des chefs de guerre, c'était des véritables gangsters, se sont livrés à des massacres. Néanmoins, parmi la main-d'œuvre pour les massacres, on a eu tous les gens récupérés qui venaient de Bosnie, justement, ou qui continuaient d'arriver via la Turquie ou via d'autres pays, d'Arabie Saoudite en particulier. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, aujourd'hui plus que jamais, les autorités musulmanes albanaises, j'allais dire d'origine, qui sont pas très radicales, mais qui n'ont pas de pognon, sont obligées de céder le pas les unes après les autres. Les muftis sont remplacés à des autorités musulmanes totalement wahhabites. Et là, comme il y a du fric, évidemment, à chaque fois qu'il y a une mosquée qui se construit, c'est une mosquée wahhabite. On excite les gens, là pour les former aussi. Et faut pas s'étonner, c'est comme pour la Tchétchénie, que parmi aujourd'hui, et là je fais la transition, parmi les islamistes pas modérés du tout, qui sévissent en Syrie, vous avez un gros paquet et de Tchétchènes et de Kosovars. C'est des gens qui ont repris du service, si je peux dire, au service bien entendu de la déstabilisation impérialiste, pour faire ce que l'impérialisme fait partout, ça a été dit, c'est-à-dire c'est la fameuse destruction créatrice, si on peut dire, créatrice de chaos, de misère, de massacres et de morts, etc., qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui en Syrie, mais on les a vus déjà à l'œuvre avant, mais là je peux anticiper, en Irak et en Libye. Voilà, je crois que j'ai assez long. Si vous me demandez... Mais clair, mais... Très bien. Si vous me demandez des détails, vous voyez, là j'ai 11 pages. On va y revenir après. Voilà. On va, je veux pas être trop long et voilà. Ouais. Peut-être, moi, ce que je veux venir à des informations plus synthétiques, un petit peu qui corroborent avec l'idée qui était avancée, comment la manipulation a mis au pouvoir ou a confié le pouvoir à des groupes mafieux sous l'égide, sous l'appellation des groupes religieux islamiques. Donc cette alliance, chez nous, au Moyen-Orient, il y avait une alliance historique qui est passée depuis la création de l'État d'Arabie Saoudite et particulièrement depuis 1945, où les États-Unis se sont mis d'accord avec les dirigeants de l'Arabie Saoudite de laisser couler le pétrole et qu'ils auront la protection de l'Arabie Saoudite et par conséquent les États-Unis... Par les États-Unis, il faut préciser. Par les États-Unis et par conséquent les États-Unis assuraient la protection de ce régime et fermer les yeux sur sa manière de gérer sa population et ce qui est devenu, ce qui lui a permis après le premier choc pétrolier de 1973, de doubler ou tripler ou quadrupler ses rentes pétrolières, qui est devenu tellement riche et que autour des années 80,
toute une armée d'intellectuels, de journalistes, des écrivains, des sachants arabes qui étaient à l'affût de l'argent et de financement et se sont mis au service des rois d'Arabie en leur suggérant de donner un petit peu de surplus d'argent de pétrole pour financer des médias, des journalistes, des écrivains. Ils ont réussi à créer toute une caste dessous, même s'ils ne travaillent pas avec les rois d'Arabie, ils ferment les yeux sur ce qui se passe. Et c'est dans cette caste vendue aux émirs que les États-Unis ont voulu recruter une classe politique pour remplacer les régimes en place. Alors les régimes en place, bien sûr, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, vous en avez tellement entendu parler de Saddam, de Bachar, des uns des autres. Néanmoins, comme Jean-Pierre a dit, dans ces pays-là, au moins, le régime assurait quelques fonctions. L'État, qui était encore au stade d'achèvement, qui n'avait pas tout à fait achevé la formation de l'État-nation, néanmoins, ils avaient instauré la scolarisation pour tout le monde. Un pays comme l'Irak a obtenu dans les années 70 des médailles de félicitations de l'UNESCO parce qu'il avait mis un terme à l'alphabétisme. Dans le pays, il y avait un système de santé, il y avait un État qui protégeait les gens. Bien sûr, il n'y avait pas la liberté démocratique, mais il y avait des partis politiques. C'est un pays laïque. Moi, j'ai connu l'Irak à l'époque où sur 1 million d'habitants, le Parti communiste irakien organisait une manif d'1 million de personnes. Ça veut dire qu'ils étaient capables de mobiliser une personne sur 7 dans ce pays. Et en Syrie, c'était la même chose. Les Américains, lorsqu'ils ont voulu remodeler cette région, changer ces régimes, ben, ils ont fait appel à qui? Ils ont fait appel au même ayatollah, au même mouvement et parti islamique, pour préparer leurs alliés, leurs futurs alliés irakiens avant le renversement de Saddam. Les États-Unis ont organisé toute une série de conférences à Londres, à Paris ou ailleurs, où il a désigné les futurs dirigeants. Ben, parmi les futurs dirigeants de l'Irak, il y avait 3 ou 4 partis islamiques puissants, dont 2 partis chiites, un parti sunnite, c'est le parti islamique, qui est la section de frères musulmans en Irak, et les chiites, qui sont un petit peu la version équivalente, les partis chiites au pouvoir, c'est la version chiite des frères musulmans. Elle est d'obédience pro-iranienne. Et bien, ils ont choisi parmi ces gens-là les personnalités, les personnes avec qui ils se sont mis d'accord pour renverser Saddam et rebâtir la démocratie. Et ils ont qualifié ces mêmes personnes, qui sont d'ailleurs très connues pour les observateurs qui connaissent cette région. C'est des gens trompés dans tous les magouilles, dans tous les trafics de tout genre. Ils les ont qualifiés également de combattants pour la liberté. Et ils ont maintenu l'Irak sous embargo, l'embargo qui a duré 13 ans et qui a tué 1 demi-million d'enfants irakiens privés de nourriture, des soins de santé. Et lorsque un journaliste avait posé la question à Madame Albright, qui était secrétaire d'État aux États-Unis, est-ce que ça vaut la peine de tuer tant d'enfants pour punir Saddam? Elle lui a répondu, ça en vaut la peine. C'est toute la presse l'avait relaté. Donc ils avaient choisi leurs alliés, ils ont maintenu l'embargo, ils ont continué à bombarder Saddam Hussein jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à anéantir son armée.
13 ans, même le médicament, le traitement pour le cancer était interdit de l'introduire en Irak, de peur qu'il le transforme en armes biologiques, chimiques et biologiques. Et puis ils ont monté le grand mensonge de dire qu'il y avait des armes chimiques, des armes chimiques et biologiques, des armes de destruction massive, et ils ont fait plus ou moins manipuler l'opinion, et puis c'était des mensonges. Ils ont détruit le pays, ils ont démantelé l'Irak, et ils ont nommé les personnes qui avaient désigné dans des conférences tenues à Londres, ils les ont mis à la tête de pays. Mais pas seulement ils ont mis des personnalités de cette nature, tous théocrates, et qui n'ont rien à voir avec la démocratie. Et la démocratie, c'est leur ennemi par essence. Comment osent-ils dire c'est des démocrates et qui vont bâtir la démocratie? Pas seulement ils les ont mis à la tête de pays, mais encore ils ont choisi de détruire la possibilité pour ce pays de se reconstruire. L'Irak, il a connu son indépendance dans les années 20, lorsqu'il a chassé les Britanniques qui colonisaient le pays. Au cours des 80 ans, 90 ans, il a essayé de construire un État plus ou moins moderne. Et pour qu'il ne puisse pas reconstruire après la guerre, ils ont suscité la rivalité entre les confessions, les différentes confessions qui composent la population irakienne. Ils ont dit on va traiter avec les chiites car numériquement les chiites ils sont plus nombreux que les sunnites. Et puis on va aider les Kurdes parce que les Kurdes étaient privés de leurs droits. Et puis ils ont laissé les sunnites qui avaient géré l'État irakien depuis 80 ans, ils les ont laissés sans aucun pouvoir. Et naturellement, lorsqu'on a d'emblée partagé le pays entre confession et ethnie, ça veut dire que les Irakiens n'ont plus de projet commun pour reconstruire leur pays. Chaque communauté, chaque confession se bat pour avoir le pouvoir pour elle. Et depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 12 ou 13 ans, les Irakiens s'entretuent entre eux. Ils n'ont pas bâti ni la nation irakienne, ils n'ont pas instauré ni la démocratie. Au contraire, ils ont donné naissance à Daesh et consorts. C'est ça, l'issue de la démocratie promue aux Irakiens, c'était Daesh. Et puis, ils sont passés à la Syrie, ils voulaient... On peut parler de la Libye. Ils sont passés d'abord à la Libye. En Libye également, ils ont recruté. Ceux qu'ils ont recrutés en Libye, c'est encore formidable. C'était des gens membres de d'Al-Qaïda. Parmi eux, il y avait des personnes qui étaient dans la prison de Guantanamo. Ils ont été libérés et ils ont été acheminés pour devenir des combattants pour la liberté, soutenus par les pays qui ont déclaré la guerre à la Libye. Ils sont allés détruire la Libye et ils ont propulsé ces personnes qui sont également affiliées aux frères musulmans, et même les tendances les plus dures de frères musulmans, ça veut dire Al-Qaïda et les autres, où la Libye ne peut pas aujourd'hui rebâtir son pays. C'est difficile pour que la Libye, comme l'Irak, redevienne une nation. Ce qu'ils peuvent devenir éventuellement 3 ou 4 principautés là où il y a de pétrole, mais la population qui sera privée de pétrole, elle restera une armée potentielle pour empêcher toujours la construction de ce pays.